Le groupe des clients qui ont eu un retard de livraison réachète plus que le groupe de clients qui n'a pas eu de retard de livraison. Alors être responsable data et IA dans une entreprise, c'est un numéro d'équilibriste. Le conseil, si j'en ai un, c'est de commencer simple et de sophistiquer. Puis quand on met en place une organisation data, et on a tendance à oublier l'importance des données pour aider à prendre des bonnes décisions. Il y a le même où on voit Gen AI, cet anti-trampoline où on monte vers le paradis et on tombe dans l'enfer des données des fondations data, des fondations mal structurées. Il y a eu une sorte de cannibalisation de toutes les formations vers le code, ce qui est une très bonne chose parce que c'est effectivement une compétence clé quand on fait de la data, mais en négligeant complètement les fondamentaux stats. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de AI Impact, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes du machine learning et de l'IA en production en entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy. Jérémy, bonjour. Bonjour Kémon. Merci pour ta disponibilité. Jérémy, tu as un parcours hyper riche, passé par l'enseignement, responsable de data de scale-up, mano à mano, VP, Conto. Donc on va beaucoup parler de ton profil, ton parcours et ce que tu as appris tout au long de ces expériences. Est-ce que tu peux me dire ce que tu imaginais devenir étant petit? Est-ce que tu t'imaginais faire ce que tu as fait ou autre chose? Ouais, alors en fait, j'étais un peu nerd, et je le suis toujours, mais petit, je voulais faire des maths, et donc c'est ce que j'ai fait. Ok. J'ai fait de la recherche. Déjà petit, 5-6 ans, Alors 5-6 ans peut-être pas, mais 5-6 ans, je n'avais pas le souvenir d'avoir des velléités professionnelles, mais dès que c'était un peu le problème d'avoir que ma passion soit une matière scolaire. Waouh, ok, mais c'est une chance aussi. C'est pas évident. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait, par quel parcours t'es passé et comment t'es arrivé à être responsable data plus tard? Oui, alors du coup j'ai eu une formation de stats. Je suis allé à l'ENSAE, l'école de l'INSEE, avec une super formation de stats. Je voulais continuer à faire des maths à la sortie de l'école, mais mes parents en avaient marre de payer pour mes études. Donc je suis rentré, il y avait un concours à l'époque, je sais pas s'il existe toujours, pour rentrer, à l'époque on disait l'ENS Cachan, peut-être aujourd'hui on dit Paris-Saclay, en troisième année, et d'être payé du coup. J'ai passé la grecque de maths, j'ai fait une thèse au labo de l'école. Dans le domaine du traitement des images. Il y a un super labo de traitement des images. Et puis, j'ai eu un poste à Télécom Paris, dans l'équipe de stats, où du coup, j'ai fait de l'enseignement et de la recherche. Très bien. Okay. Combien d'années ça a duré 3 ans. Okay. Ensuite, j'ai eu un poste dit de chaire mixte CNRS qui m'a amené à Télécom Sud Paris. Et j'y suis resté 6 ans. Super. Donc, oui, ça fait, c'est ça, 9 ans d'enseignement recherche, et j'ai mis du temps à réaliser que entre ma vision très romantique que j'en avais avant de commencer et puis le quotidien, il y avait un écart que j'ai fini par reconnaître et accepter que entre le rêve, la passion et la réalité, il y avait plus d'intersection, et donc j'ai essayé de passer à autre chose. Et quel conseil tu donnerais, parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent, qui sont comme ça en fin de cursus, ingénieurs, qui se posent la question de savoir est-ce qu'ils poursuivent en thèse pour faire de la recherche ou est-ce qu'ils s'insèrent dans le marché du travail, trouvent un poste en entreprise. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un comme ça qui se pose la question c'est quoi pour toi les bonnes raisons de se lancer en thèse, poursuivre? Alors, moi dessus, j'ai un conseil un peu général, mais je ne sais pas s'il s'applique à tout. C'est d'essayer pour ne pas avoir de regrets. Ouais. Donc, si jamais le questionnement est léger, c'est-à-dire qu'on dira pourquoi pas la thèse, qu'il n'y a pas vraiment une sorte de feu sacré, ça vaut peut-être pas la peine de passer 3 ans à essayer. Mais sinon, je pense que c'est une expérience qui est hyper enrichissante. Même si c'est pour ne pas faire d'enseignement recherche après, c'est vraiment une école. On apprend l'autonomie, on apprend le fait de se lancer dans des projets très ambitieux sur lesquels les critères de succès sont à plusieurs mois, plusieurs années. On apprend à rédiger, on apprend à lire. Et c'est des qualités aujourd'hui aussi que tu mets à profit dans les expériences que tu as eues par la suite et que tu as mis en application. C'est pas quelque chose qui est complètement, soit la rigueur scientifique ou en fait le regard, la hauteur de vue par rapport à un problème, comment l'attaquer, comment le découper.
le cadre d'expérimentation, la rigueur à mettre en place pour se poser les bonnes questions et arriver à des éléments conclusifs, ça c'est des choses que tu retrouves même dans les métiers data IA aujourd'hui. Oui, absolument. C'est des choses que moi j'ai mises en place et c'est des compétences qui m'ont servi. Et c'est aussi des compétences que je recherche quand j'embauche. Non pas que je cherche à embaucher uniquement des docteurs, mais quand j'embauche un docteur, je sais par quoi elle ou il est passé. Et en général, c'est rassurant de savoir que du coup, c'est une personne qui a des compétences pour aller lire une biblio, pour aller exposer ses idées, même quand elles sont techniques, et savoir les expliquer de telle manière à ce qu'elles soient facilement comprises, ou en tout cas d'être capable de faire des efforts là-dessus. Très clair. Donc la recherche, l'enseignement, et là, qu'est-ce qui fait que d'un coup tu pars sur autre chose ? C'est un concours de circonstances, c'est un enchaînement de hasards heureux. Je reprendrai la tirade d'Edouard Baird, une histoire de rencontre. En fait, j'ai un copain qui bosse chez Cdiscount à l'époque et qui bosse autour du problème d'optimiser le moteur de recherche. Et qui me dit, viens voir, c'est un chouette sujet parce que c'est à la fois, il y a des choses assez techniques et conceptuellement difficiles. Mais si on y arrive, c'est un impact très important. Pour un e-commerçant, le moteur de recherche, c'est une sorte de porte d'entrée. Et donc, optimisation de la recherche, d'information. Là, tu rejoins une petite équipe, une grosse équipe, comment Alors là, on parlait de thèse, j'arrive en tant qu'encadrant de thèse CIFRE. D'accord. Donc, on travaille avec un doctorant, Yang, qui intègre Cdiscount en tant que doctorant CIFRE. Et moi je l'encadre, et c'est ça qui me met le pied à l'étrier, de mieux comprendre finalement quels sont les problèmes que rencontre en l'occurrence Cdiscount, et par rapport à la vision que j'avais avant, qui sont des problèmes un peu imaginés, là où vraiment sont les difficultés. Et on a de la chance, c'est que le travail de Yang et au-delà, le travail de Mathieu qui m'a accueilli dans son équipe porte ses fruits. Et donc ça me permet de voir un premier projet réussi sur comment je reprends. On a été où ? Que le travail de la personne que tu as encadrée porte ses fruits. Donc ce qui me permet de voir un projet qui va finalement de l'idéation, où il y a une composante, je vais pas dire scientifique, mais si scientifique, qui va jusqu'à la mise en production et qui a un impact mesurable sur le moteur de recherche d'un e-commerçant qui a des millions Là, on parle d'un impact sur des millions de consommateurs. Des millions d'utilisations par jour. Super. Et donc là, tu prends goût à... justement, en fait, le fait d'avoir de l'impact et de pouvoir construire des produits qui soient utilisés. Et donc finalement, là, je retrouve un peu mon idéal, qui est de se dire, je retrouve cette situation très chouette, où on se dit, il y a des choses un peu compliquées qui sont impactantes. Et donc, j'essaie de trouver d'autres. Et puis après, c'est vraiment une histoire de personnes. Stéphane, qui est à la technique... chez Cdiscount par Privalia se fait racheter par Vente Privée, et un beau jour Vente Privée m'appelle en me demandant si je veux venir monter l'équipe data chez eux. Ok. Et donc toi qui étais à la tête d'équipes data de différentes tailles, pour certaines où tu as dû construire ces équipes from scratch, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur les décisions en tant que head of data tu dois prendre quand tu dois monter une équipe, que tu as un sponsor interne qui a des attentes ou pas d'ailleurs, mais tu dois en fait travailler des projets, des cas d'usage qui ont de l'impact en production pour le business. Quel type de cheminement intellectuel tu fais pour prendre des décisions avec un budget d'embaucher tel ou tel profil, en tout cas, quelle a été toi ta réflexion là-dessus? Alors être responsable data et IA dans une entreprise, c'est un numéro d'équilibriste, parce qu'il faut aller très rapidement vers la valeur. Parce que la crainte de la plupart des entreprises, en tout cas soit avec lesquelles j'ai bossé ou que je connais, et qui est légitime, c'est de se dire, cette équipe data qui va nous coûter, est-ce qu'elle va nous rapporter, est-ce qu'elle aura un impact, ou est-ce que je vais embaucher une équipe de chercheurs qui vont découvrir et puis laisser un bac à sable rempli de jouets et rien de tangible.
Et donc, très rapidement, il faut rassurer là-dessus. Très rapidement, il faut aller vers de l'impact chiffré, mesuré. Et en même temps, il faut travailler les fondations. Parce que si on fait que ça, on enchaîne des petites victoires et on ne crée pas un socle qui permet à une équipe data de grandir. C'est-à-dire identifier les sujets parmi le prisme des projets qu'on pourrait attaquer et qui pourraient apporter de la valeur, les fruits à portée de main en termes de valeur et de complexité à mettre en place. C'est ça que tu veux dire? Oui, absolument. Prioriser ça. Mais voilà. Donc chez les ventes privées, c'est ce premier projet qui a apporté ses fruits, c'est la personnalisation. Pas très loin finalement du moteur de recherche chez Cdiscount. Se dire, voilà, c'est un peu différent parce que chez un e-commerçant classique, c'est des millions, des dizaines de millions de produits. Chez vente privée, c'était à l'époque 200, 300 ventes par jour. Et donc, les utilisateurs les plus férus de l'application n'hésitaient pas à scroller et descendre jusqu'au bout. Mais néanmoins, on pouvait observer que l'ordre des premières ventes était quand même clé. C'est-à-dire que tout le monde n'avait pas le temps d'aller jusqu'au bout. Et donc, si on s'y prenait bien et qu'on arrivait à montrer des ventes qui intéressaient les utilisateurs, on était capable de mesurer le taux de conversion et de mesurer l'incrément de taux de conversion et de faire des choses qui ont un impact assez rapide. Et ça, c'est hyper important en fait dans la sélection des sujets. C'est que là, tu prends un sujet, comme tu le dis, où on a un output qui est clair, c'est-à-dire la conversion, l'acte d'achat, et on est capable effectivement aussi de faire un état des lieux de l'existant. Qu'est-ce que c'est en moyenne le taux de conversion, et on voit effectivement qu'un des prédicteurs de ce taux de conversion, c'est le ranking ou à quelle la position du produit. Donc ça, c'est clair et c'est un sujet que dont tu peux démontrer la valeur assez simplement. Et est-ce que quel a été un peu ton retour d'expérience en termes entre le moment où vous avez identifié ce sujet-là et le moment où il a été poussé en production? Est-ce que ça aussi, c'est l'avantage dans des projets plus B2C, c'est que tu peux avoir aussi une fréquence d'occurrence des événements qui est assez élevée, et donc tu peux observer assez vite si ce que tu testes a un impact et de la valeur. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu assez vite? Du coup, l'A/B test est roi dans ce genre de domaine, et c'est vraiment ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de trafic pour que statistiquement, on voit des différences sans avoir à attendre des mois, et en réalité, en quelques jours, on peut voir des différences. Ok. Et malgré tout, en fait, est-ce qu'il y avait déjà des personnes qui avaient des profils plus stateux, mathématiciens dans ces équipes, ou est-ce que c'était nouveau? Et si oui, est-ce que tu vois le gap d'avoir une idée et puis de commencer à construire un petit modèle où tu vois qu'il pourrait avoir un intérêt, et le gap que ça marche chez soi en local et que ça marche en production pour des millions d'utilisateurs, il y a un pas. Est-ce que ça a été un point de douleur ou Non, alors le fait de passer en production, ça n'a pas été une affaire trop compliquée parce que j'avais recruté des profils qui étaient à l'aise à la fois dans les aspects conceptuels et qui étaient très bons. C'était pas nécessairement les mêmes d'ailleurs, mais c'est l'intérêt de construire une équipe avec différentes compétences. Donc on a réussi à mettre en production assez vite, de mémoire, quelques mois après avoir démarré le projet, 3-4 mois de mémoire, on avait déjà les premiers résultats. Super. L'astuce ici a été de commencer par des idées vraiment très simples. Et donc, une des idées les plus simples qu'on peut avoir dans ce domaine-là et qui marche, c'est de se dire que finalement, alors ça s'applique à vente privée, à VP, mais ça doit sans doute s'appliquer ailleurs, c'est que chez VP, les données sont déclaratives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clic anonyme. Les gens se déclarent avec un email donc, et renseignent des informations sur eux. On ne sait pas si elles sont 100% vraies, mais peu importe. Et donc finalement, l'idée de se dire, proposons des ventes qui marchent bien pour les mêmes catégories, pour les mêmes genres et les mêmes tranches d'âge, une idée qui est très simple et qui porte ses fruits très rapidement. Et donc c'est là-dessus, peut-être le conseil, si j'en ai un, c'est de commencer simple et de sophistiquer, parce que ça permet à la fois de rassurer tout le monde et à la fois d'avoir des premiers résultats, un peu comme si on cherchait des investissements qui nous permettent de donner confiance aux investisseurs. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, on aurait pu se dire, on va faire de la data science dans le sens hyper personnalisation à la maille de chaque consommateur, mais en fait, non. Rien que l'idée, c'est de se dire,
ne serait-ce que en fait, faire de la personnalisation un peu macro, indépendamment du comportement de chacun, ça apporte déjà de la valeur. Exactement. Et déjà, en fait, ça rassure, comme tu dis, les stakeholders sur l'apport que vous avez. Ce qui nous a plus mis en difficulté, finalement, c'est de voir qu'une grosse partie de l'incrément est venue de là. C'est-à-dire qu'ensuite, on s'est pas arrêté là. On a essayé de faire des choses plus compliquées où on allait hyper personnaliser. Et on est arrivé à la fin sur des systèmes de recommandation modernes avec des réseaux de neurones, des triplet loss. Mais l'incrément qu'on a obtenu en passant de ces règles simples au réseau de neurones modernes est plus petit que de rien jusqu'aux règles simples. Ah, super. Et donc il y a une sorte de rendement décroissant, voilà. Mais il y a des incréments. Effectivement, on peut aller plus loin que des règles simples et finalement même des petits points d'amélioration du taux de conversion, vu les volumes, se traduisent en un impact chiffré qui est important. Et donc il vaut le coup. Top. Est-ce que tu as comme ça en tête un autre projet, que ce soit chez VP, chez Conto, ailleurs, dont tu veux parler et qui aurait eu aussi un impact avec peut-être une typologie de données un peu différente? Parce que j'imagine que chez Conto, il y a aussi, en termes de variété d'informations, sur des profils, il y a aussi de la transaction, mais aussi des informations, des justificatifs sur les personnes, sur des justificatifs d'identité, de revenus ou sur les entreprises. Est-ce que ça, c'était un gros sujet, une matière première pour les sujets data que vous aviez? Ouais, il y a plein de sujets, plein d'autres sujets qui sont amenables à l'IA. Effectivement, chez Conto, le sujet de la reconnaissance d'informations sur les documents et les documents financiers en particulier, ne serait-ce que de capter les informations importantes sur les factures pour éviter aux clients d'avoir à renseigner quel est le fournisseur, quel est le montant, quelle est la TVA. Ça, c'est des choses très importantes. Si on revient à VP, il y a aussi la question de la catégorisation. Quand on fabrique une vente, il y a le fait de fabriquer son contenu digital et donc de remplir les produits, de mettre les produits dans des cases. Ça, c'est un t-shirt, ça, c'est un polo. Tout ça aussi, ça s'automatise. Ouais. Chez ManoMano, effectivement toujours les questions des moteurs de recherche, mais aussi la question de quand on a un catalogue comme celui du bricolage qui est très spécialisé, avec des produits très techniques. Et pour autant, les informations techniques des produits sont très importantes pour les clients. Le nombre de tours minutes d'une perceuse, la capacité. Être capable, et sur des dizaines de millions de produits, être capable d'avoir un système qui vérifie et qui extrait ces informations à partir des fiches produits et qui les met dans les bonnes cases est super important. Donc voilà, quelques use cases: la catégorisation de produits, la personnalisation, les moteurs de recherche, l'extraction d'informations dans les documents financiers. Je parlerai pas de la lutte contre la fraude. Autant de sujets qui portent leurs fruits et qui sont basés par l'IA. Et comment c'est hyper intéressant, tous ces sujets-là qui sont hyper variés en termes de données et en termes de typologie de problèmes à adresser. Est-ce que, à travers ces expériences dans différentes entreprises, différentes cultures d'entreprise, tu as vu des systèmes qui marchent mieux que d'autres en termes de gestion de projet et gestion d'attente aussi de ces projets-là et de vélocité des équipes? Parce qu'on connaît un peu on va dire les limites des méthodes agiles un peu traditionnelles quand en fait le résultat n'est pas garanti, c'est-à-dire que quand on parle de data science, l'input est variable, l'output est aussi pas déterministe. Et comment en fait t'arrivais quand même avec tes équipes à atteindre une destination qui est meilleure que celle qu'on est aujourd'hui, tout en manageant en fait cette variabilité avec aucune garantie qu'on y arrivera à 100%, mais quand même qu'on sera dans un meilleur état que ce qu'on est actuellement. Avec le contexte dont tu parlais, de dire en fait on finance une équipe data, ça coûte cher et on attend des résultats. Est-ce que toi tu as vu un peu en termes d'organisation plus opérationnelle des systèmes qui fonctionnaient mieux que d'autres dans l'animation d'équipe, dans le découpage des sujets, dans le fait de prioriser certains sujets, même qui sont, comme tu le disais, importants en termes de socle et de fondation et qui sont qui nécessitent plus d'expérimentation, mais qu'il faut quand même faire pour en fait se garantir qu'on crée du knowledge, qu'on garde les meilleurs et que demain peut-être qu'on se crée un avantage stratégique en attaquant des sujets un peu plus complexes que les sujets comme on a évoqué, qui peuvent être des fruits à portée de main. Est-ce que toi, tu as trouvé un peu une formule magique pour composer avec tous ces éléments et en même temps rassurer l'organisation pendant ces différentes étapes? Non, j'ai pas trouvé de formule magique.
Ceci étant, j'ai été très marqué par mon expérience chez Conto et par mon apprentissage du Lean. Nice. Donc, ce que ça a eu comme impact très concret, c'est que je regarde maintenant avec un autre œil les organisations où il y a des gens qui font la tête et d'autres qui font les jambes. Et où si je devais remettre en place des organisations, je prendrais un soin particulier à m'assurer que les gens qui font les jambes font aussi la tête. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a que des têtes. Ouais. Et ça, ça a l'air de rien, mais il y a, si on suit... Pour être très concret, il y a les gens qui managent et puis les gens qui codent. Exactement. Ouais. Et ces organisations où on voit quelqu'un en charge du produit qui ne fait pas, et puis quelqu'un qui est sur une sorte de jumeau qui est en charge de la pure réalisation technique. J'aime mieux maintenant avoir une forme d'unité et de se dire que les gens qui sont techniques, ça les empêche pas de s'intéresser aux clients. Bien sûr. Et donc voilà, je pense que ça c'est quelque chose d'important pour moi. Et la deuxième chose, c'est d'être en coût fixé à l'avance, c'est-à-dire de dire que le budget temps est connu à l'avance. Ouais. On verra ce qu'on arrivera à faire dans ce budget temps, mais on a deux options, hein. Soit on se dit le budget temps est fixé et puis on regarde ce qu'on délivre dans ce budget temps. Soit on se dit que finalement c'est le critère de succès qui est fixé et on investira jusqu'à arriver. Pour moi, je trouve que dans des sujets où il y a de l'incertitude, c'est plus rassurant de se fixer des coûts que de se fixer des critères de réussite. Ouais. Et on a beaucoup d'exemples en fait où et souvent, c'est dans une organisation peut-être un peu moins mature sur la connaissance de la data ou de l'IA, de se dire ça marche pas. Ou alors, il faut que ça marche à 95%. Et il y a des domaines où c'est hyper important, tu vois, dans le médical ou dans des domaines où en fait, effectivement, on met quelque chose dans les mains de clients et il y a soit des enjeux réglementaires ou des enjeux d'image de la boîte qui peuvent être en cause si le modèle n'est pas très performant. Mais ouais, l'idée de dire on se fixe un temps et ce temps-là, peut-être qu'à la fin, il y aura juste un POC ou quelque chose dont on considérera que c'est techniquement peu faisable ou ça va demander peut-être 1 an pour y arriver et on y va ou on n'y va pas, mais c'est une décision éduquée plutôt que de se dire ben voilà un critère d'acceptance et on mouline tant qu'on n'y est pas. Exactement, on fait une expérience. Et on planifie les choses d'emblée comme ça, on va faire une expérience, on espère qu'elle sera couronnée de succès, elle le sera peut-être pas, mais on sait qu'on aura investi un coût qu'on est prêt à investir. Ouais. Et ensuite on prendra la décision de savoir est-ce qu'on continue l'expérience, est-ce qu'on la passe à l'échelle ou est-ce qu'on en tente une autre. Super. Attends, je fais une petite pause. Est-ce qu'il y a des sujets comme ça là que tu as envie d'évoquer ou que tu ailles dans une direction Ouais, tu sais, on peut revenir sur on s'est posé la question de l'impact de l'IA. Ouais. Et je t'ai pas encore parlé finalement de l'impact des stats. Nice, et on peut revenir là-dessus. Très bien. Alors, on a un peu parlé de pas mal de cas d'usage qui sont en production. Est-ce que tu peux nous parler, parce que tu as un bagage mathématique, statistique important, est-ce que tu peux nous parler de l'importance aussi des fondamentaux, maths, stats, et comment toi, tu as pu le voir ou infuser en fait cette compétence dans tes équipes et l'importance de ne pas uniquement peut-être penser juste à la destination, c'est-à-dire la mise en production, mais qu'est-ce qu'on peut apporter autrement aussi quand on est data scientist? Oui, c'est une question qui est importante pour moi, et en particulier quand on met en place une organisation data. Aujourd'hui, on est très marqué par la puissance des réseaux de neurones, par l'IA moderne. Et on a tendance à oublier l'importance des données pour aider à prendre des bonnes décisions. Et donc on parlait d'impact, et tu me demandais tout à l'heure quels étaient les projets impactants à base d'IA que j'ai pu encadrer ou observer dans mon expérience. Mais en termes d'impact, les projets parmi les plus impactants qu'on ait menés sont autour d'utiliser les données, non pas pour automatiser, mais pour aider à prendre des bonnes décisions. Je donne un exemple pour ne pas rester trop abstrait. C'est connu que la publicité en ligne est une source de coûts importante. Néanmoins, quand on investit des fois des millions d'euros sur
une telle ou telle présence digitale, on n'est pas toujours sûr, de savoir est-ce qu'on a bien fait et qu'est-ce qu'on a reçu en retour. Les plateformes souvent proposent des chiffres, proposent de chiffrer l'impact, mais elles sont jugées parties là-dedans. Exactement, leur positionnement rend la confiance compliquée. Elles sont jugées parties. Et de ce point de vue-là, on a mis en place des expériences et on a eu des surprises. En particulier, il y a un cas de figure assez classique qui consiste à enchérir sur sa propre marque, le nom de sa propre marque sur les différents canaux marketing. Et c'est une question légitime de se dire est-ce que vraiment c'est rentable ? Est-ce que les gens qui cherchent, mettons sur un moteur de recherche, Conto ou ManoMano ou VP, vont aller cliquer sur le site d'un concurrent. Si vraiment c'est leur unique... et donc ça se mesure et on a eu des surprises. Et l'impact de ces projets-là à la fin se chiffre en millions d'euros. D'accord. Autre exemple, il y a eu une époque où... Et là-dessus, pour revenir à ce que tu dis, c'est que, en fait, le travail et la finalité du travail, c'était pas nécessairement le passage à l'échelle. Non, c'était pas la mise en production. Pour se dire, pour la prochaine campagne, où on doit investir peut-être des millions d'euros sur cet aspect marketing, qu'est-ce qu'on fait ? Exactement. Donc c'est de se dire, ici, ces millions d'euros qu'on a investis, ils nous ont ramené combien de nouveaux clients ? Et là où ça devient intéressant et où on revient sur la question des stats, c'est que à faire, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile ? Parce que finalement, on en parlait tout à l'heure, l'outil clé pour ce genre de mesure d'impact, c'est l'A/B test. Mais ici, l'A/B test est compliqué, impossible. Parce que pour faire un A/B test propre, il faudrait être la plateforme de diffusion des contenus. Quand on est une marque, on arrive après le clic. On n'est pas capable de se dire ce qui se serait passé si la plateforme avait montré un résultat différent. Alors les plateformes proposent des outils d'A/B test, mais encore une fois, leur positionnement rend ce genre de contrat et de collaboration compliqué. Et donc dans l'exemple que tu donnes, c'est si je suis VP et que je mets de la pub quand une personne sur le moteur de recherche cherche VP, est-ce que j'ai plus de conversion que si je mets pas de pub ? Exactement. Et pour répondre à cette question-là, il faut utiliser des méthodologies statistiques compliquées parce que les méthodologies simples, l'A/B test, ne sont pas disponibles. Yes. Et donc il faut mettre en place des groupes de contrôle synthétique où on se dit voilà, on va essayer d'apprendre comment se comporte, dans l'occurrence ici VP, peu importe, la marque en fonction du temps. Et on va essayer de mesurer un écart par rapport à ce qu'on prédit. Par exemple, par rapport à ce qu'on aurait anticipé, maintenant qu'on a coupé la pub, ou maintenant qu'on l'a activée, qu'est-ce qu'on observe comme écart ? Et donc, pour un e-commerçant, groupe de contrôle synthétique, c'est d'imaginer, essayer de prédire son trafic aujourd'hui ou demain en fonction d'un certain nombre de prédicteurs. Son trafic dans d'autres pays, son trafic la semaine d'avant, la météo. Voilà. Et du coup, effectivement, là, c'est un impact interne, mais que tu peux aussi mesurer. Et ton message, c'est aussi de dire, en fait, quand un data scientist, même si on peut travailler sur des sujets importants avec de l'impact, comme tu dis, en millions d'euros, mais qui n'ont pas nécessairement vocation à être embarqués dans un produit et à être déployés à l'échelle. Absolument. Et c'est OK. Et c'est même peut-être là où il y aura le plus, comme tu disais, de complexité ou de valeur dans parfois, en tout cas, dans la complexité du problème mathématique, et c'est de la haute couture, c'est quelque chose que tu fais tailor-made pour ce projet-là, et peut-être dans 6 mois, on va changer la tête du modèle, parce qu'il faut l'adapter. C'est ça, et surtout les profils pour mener à bien ce genre de projet sont pas tout à fait les mêmes profils qui ont été formés à mettre en production des modèles de deep learning ou à entraîner des modèles de deep learning. C'est vraiment des économètres. C'est des profils qui ont été formés à interpréter les coefficients dans une régression, leurs signes,
qui sont capables de faire des tests de significativité, qui comprennent la notion de p-valeur. Et ça se perd, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que j'en parle aussi ici, parce que du coup, il y a eu une sorte de cannibalisation de toutes les formations vers le code, ce qui est une très bonne chose, parce que c'est effectivement une compétence clé quand on fait de la data, mais qui a pu aller trop loin. C'est-à-dire que, du coup, en négligeant complètement les fondamentaux stats. Et c'est très important. Dernier exemple, et je m'arrêterai là-dessus, pour montrer à quel point les questions de causalité et de corrélation de stats sont des questions importantes, y compris dans la vie de tous les jours. Je me rappelle, chez Mano Mano, on se posait la question à un moment de la qualité d'expérience des livraisons auprès de nos clients, parce que c'est une marketplace. Et donc finalement, c'est les différents vendeurs qui sont en charge de la livraison vers les clients. Et donc il y a une expérience un peu hétérogène en fonction des vendeurs qui sont très bons et d'autres qui le sont un peu moins. Et la question qui se posait, c'est quel est l'impact d'un retard de livraison sur le réachat ? Est-ce qu'on est capable de voir, quand un client souffre d'un retard de livraison, est-ce qu'il réachète moins ? Et si on s'y prend mal, on peut arriver à des choses très surprenantes. Par exemple, si on suit une idée assez naïve, qui est de se dire on va faire deux groupes de clients. Il y a ceux qui ont eu des retards de livraison et il y a ceux qui n'ont jamais eu de retard de livraison. Et on regarde les taux de réachat dans les deux groupes, groupe A, groupe B. En fait, on se pince, on refait nos calculs, on hallucine, mais le groupe des clients qui ont eu un retard de livraison réachète plus que le groupe de clients qui n'a pas eu de retard de livraison. Alors on se dit, mais il y a un problème dans les données, un problème dans la requête, etc. Et non, en fait, c'est le genre de paradoxe avec lesquels les statisticiens sont formés et sont familiers, mais qui peut être déroutant et qui peut passer inaperçu. Là, quelque part, il choque, et donc il incite à une forme de débugage. Mais on peut imaginer ce genre de situation qui ne choque pas et qui amène à des résultats faux, parce que nos mécanismes d'alerte n'ont pas été déclenchés. Donc ici, l'explication du paradoxe, elle est assez simple, c'est que il y a un biais d'échantillonnage. Quand on va regarder les deux groupes, finalement, dans le groupe des retards de livraison, il y a beaucoup plus de réacheteurs naturellement. Pourquoi ? Parce que plus on achète, plus on a de chance d'avoir de retard de livraison. Donc finalement, quand on regarde le groupe de ceux qui ont des retards de livraison, naturellement, on aura plus de réacheteurs. Des gens qui sont accoutumés à acheter déjà. Donc la question, une fois qu'on a compris ce biais, elle reste complexe. Bien sûr. C'est de se dire, d'accord, mais donc, nous, ce qui nous intéressait, c'est toute chose égale par ailleurs, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, quel est l'impact d'un retard de livraison. Et donc, une fois qu'on a compris ça, l'enjeu, c'est méthodologiquement, comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette question ? Toute chose égale par ailleurs, quel est l'impact d'un retard de livraison ? En tout cas, on ne peut pas s'y prendre en disant, voilà, on va faire impact de livraison, retard de livraison, groupe. Le prendre comme critère discriminant de la population. Et donc, ensuite, c'est tout un savoir-faire. Et si on a été uniquement formé à l'architecture des réseaux de neurones, on est complètement démuni sur ce genre de questions. Et tout en s'assurant que la population qu'on va échantillonner, est-ce qu'elle est représentative ? Est-ce que en fait, les conclusions qu'on va tirer de ce sous-segment, est-ce que la taille est suffisamment importante pour que ce soit significatif aussi, etc. Donc tous ces réflexes qu'on a quand on fait, comme tu le disais, quand on fait des statistiques un peu avancées à l'école, etc., on peut les perdre assez vite, ou en tout cas même dans le cadre de l'école, c'est pas. Et là, il n'y a pas de mise en production. On ne se demande pas si tous les jours on va prendre une décision de changer la logistique. Mais on veut prendre une décision basée sur des vrais chiffres. Et ici, on se rend compte que c'est plus difficile qu'il y paraît de faire une analyse de causalité. Super. Je suis curieux d'avoir ton avis sur l'impact de l'adoption de l'IA générative qui est présente partout. Il y a beaucoup de boîtes qui se posent la question de comment intégrer cette technologie dans leur process, leurs produits, leur business et comment prendre de meilleures décisions. Est-ce que toi, tu as une conviction vis-à-vis de ces projets-là ou de l'intérêt à porter à ces sujets-là quand on est un décideur ? Oui, alors donc je pense que je suis comme tout le monde complètement bluffé par la vitesse à laquelle font les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne se pose la question de savoir est-ce qu'il faut aller vers l'IA générative ou pas. Tout le monde a compris que c'était une source de valeur inévitable. Ce qui me frappe, c'est à quelle vitesse on est passé finalement de systèmes de chat à des systèmes qui agissent.
Au tout début, les gens manipulaient ChatGPT ou d'autres systèmes et s'amusaient tout en étant impressionnés par la qualité des échanges. Et puis, finalement, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas en tirer un avantage dans l'automatisation ? Et donc, on change de paradigme. Au lieu d'appeler ces systèmes-là à la main, on les appelle de manière programmatique. Voilà, mais ça, c'est assez classique. Et puis, une fois qu'on est capable d'appeler ces systèmes de manière programmatique, finalement, on se dit, mais on a besoin d'avoir un système qui ne nous répond pas tout un paragraphe quand on pose la question quel est le nom du fournisseur dans cette facture, mais qui répond quelque chose de normalisé. Et donc on se met à utiliser les LLM pour, au lieu de faire des conversations, renvoyer des données structurées, un dictionnaire, nom du fournisseur avec un output structuré, voilà, TVA, etc., etc. Donc une fois que les LLM sont bons à sortir des JSON, l'étape d'après, c'est de se dire, mais alors, du coup, est-ce qu'ils ne pourraient pas appeler des fonctions ? Et donc, on a la notion d'outils qui arrive. Donc, on a des LLM et des outils. Et donc, on arrive à avoir un LLM qui dit, dans le dictionnaire que je sors, j'appelle cette fonction avec ces paramètres. Mais une fois qu'on a la capacité d'appeler des fonctions avec des paramètres, on arrive à la notion d'agent. Qui est de se dire, d'accord, maintenant que le LLM est capable de choisir des fonctions et de mettre ses paramètres, pourquoi pas créer une sorte de grande boucle while dont un LLM dira quand est-ce qu'on peut sortir, et qui, tant qu'on n'est pas satisfait du résultat, continue à appeler les fonctions à disposition. Et donc on est dans ce moment-là où les agents sont en train de rentrer dans les entreprises, et on se rend compte de la puissance de ce cadre-là. Donc là, j'ai l'impression que c'est à peu près la photo à l'instant où on a cet échange. Et on voit qu'est en train de se dessiner tout un pan autour de l'ingénierie de ces agents. En ce moment, le protocole MCP fait pas mal de bruit, en se disant, mais finalement, ces agents, si on arrivait à standardiser quels sont les outils à leur disposition, ça rendrait l'intégration de ces outils beaucoup plus simple. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a commencé à créer des outils, mais un peu pour des besoins propres. Et comment on fait pour mutualiser à la fois les outils en question, mais aussi la façon de les appeler et les paramètres qu'on peut passer. Et comme tu disais, il y a aussi à la fois cet engouement et cette perception qui est juste de la potentialité de cette techno, et en même temps des challenges de soucis de reproductibilité, de comment on peut monitorer, comprendre, tester efficacement ces systèmes, dont une partie est autonome en termes de, comme tu dis, de choix, de séquencement des étapes, de sélection des outils, etc. Exactement. Donc je pense que là, ce qu'on va vivre dans les prochains mois, je sais pas d'ailleurs en termes de durée, parce que finalement je suis toujours surpris que ça va plus vite que ce que je pensais, c'est la standardisation de l'exposition des outils à travers, je sais pas si ce sera le protocole MCP qui va faire mouche, mais il y a clairement cette tendance-là. OpenAI a d'ailleurs communiqué qu'ils allaient implémenter avec Anthropic. C'est intéressant. Top. Donc voilà, il y a l'agentification, je ne sais pas si on peut dire ça, dans les entreprises, et ce qui va avec, c'est finalement le fait de réintégrer tout le parc de données non structurées, tout ce qui n'était pas dans les bases de données, à côté des données structurées. C'est ça l'enjeu, de tout ce qui traîne et qui peut avoir une valeur monstrueuse dans les fichiers Excel, dans les documents à gauche à droite, et qui n'est pas dans les bases de données, et qui aujourd'hui est traité à part, et qui demain pourrait être traité de manière homogène. Accessible, très bien. Jérémy, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité, ce que tu fais, parce que tu as quitté Conto il y a quelques mois. Donc voilà, très curieux de savoir ce que tu fais, parce que je suis sûr que c'est passionnant. Écoute, donc j'ai quitté Conto en novembre 2024, et je me suis lancé dans un projet qui reprend les fondations de la data. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé d'impact, c'est normal, et d'ailleurs c'est les préoccupations de tous ceux qui sont en charge de l'IA ou de la data dans les boîtes.
Mais très souvent, l'endroit où on gagne, où on perd la bataille dans ces initiatives-là, c'est pas autour de la valeur, parce que la valeur, les projets qui ont de l'impact, ils arrivent assez facilement. C'était un peu plus dur de les mettre en œuvre, mais les identifier, c'est pas très difficile. Là où on gagne, où on perd la bataille, c'est au niveau des fondations, au niveau de la manière dont les données sont structurées. C'est une tarte à la crème, hein, tout le monde le sait, on a vu passer différents mèmes. Il y a le mème où on voit Gen AI, cet anti-trampoline où on monte vers le paradis et on tombe dans l'enfer des données des fondations data, des fondations mal structurées. Il y a ce même où on voit dans une piscine il y a différents, c'est connu, c'est une tarte à la crème. Et pour autant, aujourd'hui, je trouve que cette partie-là, c'est un peu le parent pauvre en termes d'outillage. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'outils qui aident à bien modéliser les tables dans une base de données. Et quand on prend une base de données au hasard, très souvent, elle n'est pas bien structurée. Et il y a une raison à ça, c'est que c'est pas que les gens sont pas forts, c'est que les modèles de données sont des modèles qui sont tout le temps en mouvement, et donc il y a une sorte de création d'entropie qui est naturelle. Des arbitrages qui sont faits au fil de l'eau et qui créent accidentellement de la complexité, Exactement. De la dette, etc. Et donc si on ne lutte pas activement contre ça, la situation normale, c'est le boxon. Et si on rajoute à ça le fait que les outils modernes, je pense aux super entrepôts de données modernes, Snowflake, BigQuery, etc., qui permettent de faire des requêtes qui à l'époque auraient mis des heures à tourner et qui aujourd'hui tournent comme ça. Je pense aussi à DBT, qui a permis finalement à tout le monde de s'emparer de la modélisation des données. Ces outils-là, ils ont aussi un côté finalement plus sombre, qui est de se dire que quand tout le monde s'empare de la modélisation des données et que toutes les requêtes deviennent finalement accessibles en quelques secondes, là où Bien sûr. Se pose la question de leur gouvernance et de comment remettre de l'ordre quand les outils nous laissent facilement créer des chaos. Ouais, et pour étendre sur ce que tu dis, c'est pas rare pour l'avoir vu beaucoup de fois, des équipes où ne serait-ce qu'il y a 3-4 data analystes qui ont, et c'est très puissant, entre leurs mains la possibilité via DBT de générer des tables et pour exposer des KPI dans des dashboards. Au bout d'un an, on se retrouve avec des dizaines, des centaines de tables, de modèles intermédiaires ou même dans les MART, ce qui est exposé, avec, comme tu le dis, des risques de doublons, de façons de faire la même chose différentes, etc. Et pas forcément documenté, expliqué. Exactement. Des tables qui sont zombies, qu'en fait il ne faut plus utiliser, mais qui ne sont pas marquées comme telles, des tables... Et ça, c'est finalement la situation classique. Et c'est une situation qui intéresse peu de personnes en dehors des équipes data, parce que les symptômes ne sont pas très visibles, si ce n'est que ça prend un peu de temps. On est étonné de la lenteur de certains projets, on est étonné de la lenteur de l'onboarding, parce que quand on est nouveau, qu'on débarque, finalement, on retrouve la tradition orale, quoi. On va demander aux collègues qui ont fait les tables, ou qui peut-être sont déjà plus là, ceux qui se souviennent encore, quelle est la logique et on a beau avoir fait des progrès immenses dans l'aide à la génération de code. On revient aux outils d'IA modernes. Dans cette partie-là, la modélisation des données, je trouve qu'on pourrait mieux outiller les équipes data. Et donc, c'est là-dessus que je bosse. Super, ok. Et attends, 1, 2. Est-ce que tu veux en dire plus ou pas sur le... Non, ça doit. Ok. Mais c'est super intéressant. En tout cas, je pense que, comme tu le dis, pour l'avoir vécu, c'est un vrai point de douleur. Et très curieux de savoir ce que tu vas proposer dans les mois qui viennent pour régler ce problème. On arrive sur la fin de l'entretien. Est-ce qu'il y a... alors, 2 choses. Est-ce que tu aurais des bonnes habitudes ou des réflexes que toi, tu as développés au fil des années et dont tu sens qu'elles sont impactantes dans la façon, dans ta performance en général, que tu voudrais relayer, des conseils ou des bonnes habitudes, 1 ou 2? Et la deuxième chose, est-ce que tu as un livre ou une série, un film que tu aurais vu ces 6 derniers mois et que tu aimerais recommander? Sur l'efficacité, je disais que j'étais très marqué par le Lean. Et donc, il y a 2 choses qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Et aujourd'hui, je ne pourrais plus faire sans.
La première, c'est le management visuel. C'est-à-dire se dire que, et donc je l'utilise à titre perso dans mon projet, et si j'étais manager d'une équipe demain, je l'utiliserai à nouveau, qui est de modéliser les flux de création de valeur, et de pouvoir suivre d'un coup d'œil où est-ce qu'on en est sur les différents flux, et est-ce que tout se passe de manière normale ou pas. Donc chez moi, c'est pour un projet perso, c'est de se dire sur quoi je travaille aujourd'hui, ou quels sont les sujets en cours, et de faire des petites cartes qui évoluent avec le projet. Et qui permettent à tout le monde, bon là en l'occurrence ici c'est uniquement moi, mais si on était plusieurs, qui permettraient à tout le monde de savoir où est-ce qu'on en est sur les différents flux. Tu parles en termes d'avancement, d'état d'avancement, c'est-à-dire faire... Ok, d'accord. Je parle de cette chose qui est toute bête, c'est de se dire que c'est très puissant d'être capable de voir, d'observer, sans avoir à poser des questions. Tout à fait. Management visuel. La deuxième chose, et ça c'est plus dans le monde du travail en équipe que tout seul, quoique, c'est les outils pour la résolution de problèmes. Très souvent, quand on a des problèmes, on va pas trop communiquer dessus. On va essayer plutôt de communiquer naturellement sur ce qu'on va faire pour les résoudre. Ce qui veut dire qu'on ne parle pas des problèmes, mais on dit on a tel problème, moi je vous propose qu'on fasse ça pour le résoudre. Et ce que j'ai compris avec le temps, puis avec cette expérience chez Conto et avec le monde du Lean, c'est qu'on a intérêt à passer beaucoup plus de temps sur la phase d'analyse du problème. Parce que très souvent, et en particulier souvent quand on est plusieurs, on aura des angles de vue très différents, et on a intérêt à se partager l'état du problème, l'état des lieux, et l'analyse des causes racines. Parce que si on se trompe dans l'analyse des causes racines, tout ce qu'on va faire après va être mauvais. Et en fait, on a vite fait de se tromper si on n'a pas pris le temps de bien formaliser. Donc la résolution des problèmes, à travers leur formalisation, c'est-à-dire avoir des documents qui formaliser les causes du problème. Voilà la situation, voilà d'où vient le problème selon moi, et voilà ce qu'il faudrait faire pour le résoudre. Mais ne pas aller directement à voilà ce qu'il faudrait faire pour le résoudre. Très clair. Tu me posais aussi la question des... La question si tu as quelque chose à proposer à l'audience en termes de lecture. Lecture. Bon, alors d'un point de vue perso, moi c'est mon fils qui m'a fait découvrir un auteur incroyable, Wajdi Mawad, qui fait des super pièces de théâtre au Théâtre de la Colline. Donc, vraiment, j'ai trouvé génial. Et puis d'un point de vue plus lié aux questions pro, j'ai lu Kahneman il y a avant, il est mort je crois l'année dernière, Daniel Kahneman, et je crois que il a écrit plusieurs livres, mais le livre que j'ai lu c'est Thinking Fast and Slow, où il explique les systèmes 1 et système 2 de la pensée, et tous les biais qu'on peut avoir. Et c'est une lecture qui a... Un gros bouquin. C'est un gros bouquin. C'est pas difficile à lire, mais c'est long. Moi, j'ai adoré. Et ça m'a beaucoup marqué, Et ça aide à prendre conscience à la fois de ces biais. Ça aide à prendre conscience des biais cognitifs. Super intéressant. Merci beaucoup, Jérémy. Merci pour ton temps. C'était éclairant. Au revoir.